Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 15 décembre, troisième dimanche de l'Avent. Trois invités dans notre émission. Tout d'abord le frère Philippe B, qui est frère des écoles chrétiennes et qui est en mission au Burkina Faso depuis maintenant 40 ans. Ensuite, Sabine de la Moissonnière, qui vient de publier aux éditions du Centurion un ouvrage tout à fait intéressant, éduqué par le cinéma. Et enfin, Christian de Cacré, qui est responsable du service catholique des funérailles. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous êtes frère des écoles chrétiennes, vous êtes en mission au Burkina Faso depuis 40 ans maintenant. Alors pour commencer, c'est quoi les frères des écoles chrétiennes que l'on appelait autrefois les frères quatre bras? Quelle est la spiritualité et l'origine de cette congrégation? Les frères sont frères. Alors on nous met frères avec une majuscule, mais ils accomplissent leur vocation lorsqu'ils sont frères avec une minuscule. Parce que nous n'avons qu'un père et on vit à ce moment-là cette fraternité dans la foi. Et les frères ont été fondés par saint Jean-Baptiste de La Salle, patron universel des éducateurs, XVIIe siècle, école française de spiritualité, passé par Saint-Sulpice. Il est né en 1651, il est mort en 1719, pour le situer. Et la vocation, c'est l'éducation. Jean-Baptiste s'est laissé conduire pas à pas par la Providence, a découvert que les enfants des pauvres, des artisans, parfois ne savaient même pas faire le signe de croix. Et donc il a été conduit à voir qu'il fallait non seulement éduquer les enfants, mais former des éducateurs. Et que cette éducation était une consécration. Jésus-Christ est d'abord notre instituteur dans la foi et les frères sont amenés à être, comme le dit le fondateur, les ambassadeurs de Jésus-Christ auprès des enfants et leurs anges gardiens. Voilà pour ce qui est de leur vocation. Alors vous êtes aujourd'hui donc en mission au Burkina Faso. Pouvez-vous nous donner quelques éléments sur le contexte politique, géographique et religieux de ce pays qui, dans mon souvenir, est l'ancienne Haute-Volta? Tout à fait. Il faudrait une émission, ou alors il faut renvoyer les spectateurs de TV Liberté par Internet pour avoir beaucoup d'informations. Alors, est-ce que tout le monde situe bien le Burkina, la Haute-Volta, dans la boucle du Niger, donc un pays enclavé, sahélien, au nord, et donc aujourd'hui directement menacé par l'insécurité croissante depuis 5 ans, depuis la chute en fait de Blaise Compaoré. Les chrétiens et les musulmans, sans faire d'irénisme, ont une très bonne entente traditionnelle. Quel est le rapport des populations, des chrétiens? Bon, on ne sonde pas les reins et les cœurs, c'est des choses statistiques assez lointaines. Disons 60% de musulmans, 20% de catholiques, 4% de protestants en tout cas de fondamentalistes américains. Traditionnellement, les relations sont beaucoup plus faciles justement avec les musulmans. Les familles sont mixtes et le lien familial prime. Les fêtes sont partagées, les chrétiens et les musulmans s'entendent profondément et je ne pense pas qu'on puisse les jeter les uns contre les autres. Alors quand il y a eu l'agression depuis notre cher Bernard-Henri Lévy, enfin depuis la chute de Kadhafi, bon, il y a des armes qui se sont répandues, on a réveillé un certain nombre de groupes djihadistes, il y a des chômeurs, chômage technique de ceux qui viennent d'Irak ou de Syrie qui peuvent appliquer au Sahel. Donc il y a une agression extérieure. Maintenant, il se trouve qu'il y a aussi un recrutement qui peut se faire sur place, avec des œuvrés, ça ne coûte pas très cher, une moto, quelques centaines d'euros. Il y a des orpailleurs qui peuvent être disponibles, des orpailleurs individuels, des gens qui sont avec leur pioche en brousse, parce que tout le nord et l'est du pays, il y a beaucoup d'or maintenant. C'est le premier produit d'exportation du pays.
Et donc, en faisant allégeance, évidemment, ils ont la sécurité, puis on leur achète l'or un peu plus cher, d'ailleurs. Et l'armée n'est pas toujours sûre, il semble qu'il y ait des connivences, des infiltrations, et bon, les choses ne sont pas très, très encourageantes pour l'instant. Donc les gens sont informés, je pense, et s'ils veulent s'informer, ils peuvent toujours par l'Internet avoir des compléments d'information sur la situation du Sahel en général et particulièrement du Burkina maintenant. La situation militaire est ce qu'elle est, mais la vraie solution, dès maintenant et à long terme, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est la formation. Il est important que dans nos écoles, il y ait des liens intimes, étroits, pour la vie qui se tisse à l'école entre les chrétiens et les musulmans. Jusqu'à maintenant, ils s'entendent bien, mais l'exemple d'autres pays, en particulier au Proche-Orient, montre que les communautés peuvent se refermer avec des tensions croissantes. Donc c'est une mission importante de l'école. L'école doit être soutenue dans cette mission pour créer des liens, entretenir des liens intimes, profonds, étroits, amicaux entre des camarades de classe pour la vie entre chrétiens et musulmans. Alors justement, quelle est l'histoire de l'école que vous avez fondée à Kongoussi? Moi, je n'ai rien fondé, les frères ont fondé et j'étais responsable, effectivement. Donc, Kongoussi, c'est au nord de Ouagadougou, c'est déjà la porte du Sahel. Nous avons été appelés par un évêque, comme d'ailleurs dans tous les diocèses du pays. La demande est très très forte. Les familles aussi, tant musulmanes d'ailleurs que chrétiennes, demandent la présence des frères. Le ministère, sans aucune aide matérielle bien sûr, mais le ministère aussi encourage la création d'écoles. Donc le besoin de formation est très très fort. Il s'est trouvé que nous avons en 2007 ouvert une nouvelle école. Alors au début c'était on n'a pas table, enfin sous un, on appelle ça une tente, un hangar. Et progressivement, on a pu construire, on a un collège complet. Le projet d'internat est pour l'instant en attente à cause de la situation. École primaire, grande chapelle, etc. Et c'était quoi la question exactement? Je vous demandais de nous parler de votre école. Voilà, qu'est-ce que vous y faites? Comment ça se passe? Ça se passe pas avec grand bonheur. C'est toujours un grand bonheur d'être avec les enfants, avec les élèves. Ils ont une grande soif de connaissances, pas simplement pour les diplômes, pour la carrière, mais parce que connaître est une chose bonne. Il faut avoir ce goût de la connaissance. Alors les cours sont en français? C'est la langue officielle du pays. Donc toute l'école se fait... Et quel est le rapport d'élèves musulmans et d'élèves chrétiens dans votre école? Alors, la région est en très grosse majorité musulmane, mais la ville est une très ancienne paroisse, enfin à l'échelle locale, 1923. Et donc il y a un noyau de chrétienté, sans doute le noyau de chrétienté le plus septentrional de la région sahélienne. Et on peut dire que, au moins pour la partie agglomérée de la ville, les chefs de cour, les chefs de famille, c'est à peu près moitié-moitié. Et de toute façon, lorsque les musulmans voient les chrétiens prier, ils les respectent. Et je pense que c'est vrai partout. Ça pourrait être vrai en France si les chrétiens, on les voyait prier. Et nous avons progressivement ouvert les différentes classes, maintenant jusqu'au baccalauréat, différentes séries. On a des élèves qui non seulement ont le goût de la connaissance, mais le goût de la prière. C'est extrêmement encourageant. Si un professeur oublie la prière au début de l'heure, les élèves réclament. Il y a une grande émulation. Le danger, alors je tiens à ce qu'il y ait au moins un tiers de musulmans pour que, justement, il y ait ce contact. L'esprit chrétien du collège est préservé et il y a un contact étroit, suffisamment large, entre les différents groupes religieux. Alors, quels sont vos projets actuels? Les projets sont nombreux, pas simplement pour Kongoussi, pour l'ensemble du Burkina. Il y a, je les ai listés, il y en a à peu près une bonne quarantaine. Il y a des demandes de fondation
de collèges, d'écoles, une université interafricaine, des classes préparatoires pour les grandes écoles. Il y a des écoles primaires, il y a des centres pour les enfants de la rue, des hérités, tout ce qui concerne l'éducation. Donc nous avons cette année fondé une nouvelle communauté au Ghana. Nous avons depuis 2 ans les classes préparatoires, l'université est en préparation et les projets qui doivent avancer, ce sont soit des extensions avec de nouvelles séries, de nouvelles classes, soit de nouveaux collèges, en particulier dans des régions qu'on voit en danger d'islamisation assez rapide, où il est important qu'il y ait une présence chrétienne. Merci beaucoup. Eh bien, ce que je me propose de faire, c'est que nous puissions mettre un lien sur Internet de manière à ce que nos téléspectateurs qui souhaitent être tenus au courant de ce que vous faites puissent vous suivre de manière à prolonger cet entretien dont je vous remercie. C'est moi qui remercie et on encourage non seulement cette générosité, mais aussi à prier pour le Burkina et pour nos élèves. Merci mon frère. Merci bien. Beaucoup. Bonjour Sabine de la Moissonnière. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage publié aux éditions du Centurion, Éduqué par le cinéma, avec une préface de Xavier Darcos. Alors quel est l'objectif de votre livre ? Alors c'est un livre qui est issu d'une expérience d'une dizaine d'années de ciné-club. À la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes, nous avions monté avec un de nos vicaires qui s'appelle l'abbé Chouinard et qui a participé à ce livre, un ciné-club, et nous proposions tous les 15 jours un film aux adolescents de 4e et de 3e dans un premier temps. Donc tous les 15 jours, ça fait pas mal de films au bout d'un an. Et donc au bout d'un an, j'avais un bon bagage de films que j'avais analysés. Là-dessus, mon mari me dit c'est quand même dommage que ça reste dans la sphère privée. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un livre ? Et l'abbé Chouinard a trouvé que l'idée était bonne et s'est adressé au Centurion, qui a également trouvé que l'idée était bonne. Donc nous avions là un bagage de films à montrer et à montrer plus largement. Et donc l'objectif du livre, c'est de donner ce bagage à tout éducateur. Donc en l'occurrence, ça part d'un ciné-club, dans un patronage, mais ça peut s'adresser à des professeurs, ça peut s'adresser à des séminaristes qui ont en charge des jeunes, à des parents, bien sûr, dès l'instant où on se dit que le cinéma est un bon moyen d'éduquer les jeunes au beau, à la contemplation, à l'art. Et puis, si l'on réfléchit au cinéma et qu'on se dit qu'il faut aussi s'armer éventuellement contre des messages qui peuvent être véhiculés par l'image, eh bien, on apprend à regarder, on donne des techniques. Et enfin, ça c'est la spécificité de cette méthode qui a été mise en place par l'abbé Chouinard, on évangélise par le cinéma. Alors quel plan est adopté justement dans cet ouvrage? Comment vous êtes pris pour traiter ça? Alors j'ai fait un système de chapitrage par thème. Donc dans cet ouvrage-là, il y a 7 chapitres sous des grands thèmes qui me paraissaient être des thèmes de société ou familiaux. Donc on a l'enfance, l'adolescence, la relation au père. On a l'histoire, la justice, on va avoir la relation à Dieu, l'amitié, l'amour, et puis l'aventure et aussi l'humour, parce que c'est important. Et dans chaque chapitre, il y a plusieurs films qui sont réunis sous ce thème. Et chaque film ensuite est détaillé de façon plus précise. Et alors, quel est le plan justement que j'ai trouvé assez original d'analyse de chacun des films? Alors, chaque film détaillé, alors déjà dans le chapitre, on a plusieurs films détaillés, puis quelques notices critiques plus brèves pour les gens qui ont soit moins le temps de lire une analyse détaillée, soit le désir de compléter ce qu'ils ont déjà vu avec les enfants. Et puis on a une petite liste complémentaire pour aller plus loin. Donc en ce qui concerne les analyses détaillées, je donne d'abord un synopsis rapide, les thèmes abordés,
l'âge auquel je conseille de regarder ce film et éventuellement une mise en garde qui me paraît importante. Et puis ensuite, il y a tout un déroulement qui suit le déroulement de ce que je fais moi en ciné-club ou comme professeur avec mes élèves. Donc d'abord, j'attire l'attention des enfants sur certaines techniques que le réalisateur utilise volontiers dans son film. Alors ça va être l'usage du zoom, ou le travelling, ou une musique particulière, etc. De sorte que quand les enfants regardent le film, ils sont déjà actifs, ils ne sont pas en passivité devant l'image. Ils regardent à travers un peu un prisme, mais ça tend leur attention. Ça, on le fait avant le film. Ensuite, nous regardons le film, et ensuite, après le film, je propose un questionnaire parce que j'ai réalisé qu'il n'était pas évident de comprendre un film. Et il est bon, du coup, de revenir un petit peu sur l'intrigue, le rôle des personnages, la narration, etc. On remet ça au clair par le biais d'un questionnaire qui s'intitule dans le livre « Le film en 10 questions ». Après avoir un petit peu débroussaillé de cette façon le film, on arrive à la partie qui s'intitule « Le film en une scène » ou en 2 scènes, ça dépend du film. Et là, c'est une espèce d'analyse très précise de 2 minutes dans le film, qui s'apparente pour moi à ce qu'on fait en littérature, en analyse de texte. Là, c'est pas lecture de texte, mais c'est lecture de l'image. Et donc, en 2 minutes, on s'aperçoit que le réalisateur met en œuvre une centaine de techniques. On s'aperçoit de tout le travail qui est derrière. Et en même temps, du fait qu'on voit ce travail et ces techniques, on se rend compte des moyens qu'il a pour nous faire passer son message, puisqu'il y a toujours un message dans un film. Donc ça me paraît important que les enfants acquièrent un peu de technique, de façon peut-être à avoir un peu plus d'esprit critique. Alors, qu'est-ce que votre ouvrage apporte par rapport aux ouvrages sur le cinéma, un peu sous forme de dictionnaire? Je pense aux travaux de Jean Tullard, à l'ouvrage de Laurent Dandrieux sur un dictionnaire passionné du cinéma. Je pense à l'ouvrage de Bruno de Séguin-Pazzi également, Quand le christianisme fait son cinéma. Qu'est-ce que votre ouvrage apporte? Alors, les livres que vous citez sont plus des encyclopédies ou des livres à thème. Tout à fait. Ici, c'est, je dirais, un manuel pédagogique. Il y a tout un appareil pédagogique. Les parties dont je parlais à l'instant permettent à des parents, à des professeurs, à des animateurs d'avoir une espèce de ciné-club clé en main. Donc, c'est un livre qui s'adresse aux adultes, mais pour les enfants, pour animer des ciné-clubs, des séances familiales. C'est bien dit dans le titre, pour éduquer. Pour éduquer par l'image. Voilà, ça me paraît important aujourd'hui que les enfants ne soient pas passifs devant l'image et soient un peu armés, et puis apprennent aussi à contempler, parce que c'est de l'art quand même. Alors, question bateau, mais incontournable, votre film préféré, et pourquoi? Est-ce que j'ai droit à 2 réponses? Vous avez droit à 2. Alors, dans ce cas, je vais vous en citer un ancien, qui est L'Incompris de Luigi Comencini, qui est un film de 66, que je trouve merveilleusement beau. D'abord, les décors sont beaux, la langue est belle, c'est italien. Et c'est un film qui parle d'un rapport entre un père et son fils, et un rapport où le fils se sent incompris, d'où le titre. N'ose pas le dire à son père, souffre intérieurement et finit par un sacrifice christique, complètement christique. C'est extraordinaire et en tant que parent, c'est extrêmement touchant. Ça remet en cause. Ça, ce serait mon premier film. Le deuxième est plus récent, je dirais Mademoiselle de Jonquière, qui est sorti en 2018, qui est un film français, donc je suis très fière d'Emmanuel Mouret. On peut faire des belles choses en France. Et c'est un film qui me touche comme professeur de lettres, puisque il traite... D'abord, il est issu de Jacques le Fataliste. C'est un récit qui est fait dans Jacques le Fataliste, donc le réalisateur. Diderot, c'est un peu sulfureux quand même. Diderot est sulfureux et le thème peut paraître sulfureux parce qu'il s'agit de marivaudage. Oui. Mais justement, c'est là que je trouve ce film bon et beau. La fin est tout à fait morale, rassurez-vous. Et il y a même une progression, un progrès, voire une conversion du héros. Le héros a une maîtresse qui est jalouse, qui finit par le prendre dans un piège, lui fait épouser une prostituée, et en fait cet homme, qui est un libertin épouvantable,
se prend d'amour pour cette prostituée, lui accorde son pardon et par sa noblesse d'âme à lui, la rend extrêmement noble. Et donc, il y a quelque chose sur l'amour qui est splendide et sur le pardon qui est splendide. En plus, dans un langage du XVIIIe siècle qui est merveilleux. Donc, c'est vraiment un très beau film. Merci beaucoup. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage « Éduqués par le cinéma » avec une préface de Xavier Darcos par Sabine de la Moissonnière aux éditions du Centurion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Christian de Cacré. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur du service catholique des funérailles depuis 15 ans maintenant. L'initiative est un peu originale. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? D'abord, je travaillais dans le secteur funéraire initialement. Et donc, je portais en moi l'intuition que, d'une part, ces services ont un rôle très important à jouer auprès des familles en deuil. Et que, deuxièmement, à la faveur de la dérégulation, mais pas que, de la sécularisation surtout de la société, ces services avaient un peu perdu leur boussole. Ils étaient axés uniquement sur le plus grand gain, comme toute entreprise. Voilà. Et donc j'avais l'intuition qu'on pourrait tenter de faire quelque chose de différent, quelque chose de plus axé sur le cœur de métier. Le cœur de métier, on l'a un peu perdu, c'est organiser ce parcours rituel qui va du lieu du trépas au lieu de la sépulture. Et en fait, la construction de ce parcours doit répondre à des impératifs de liberté, de discernement pour les familles dans des conditions de temps très courtes, avec une tension nerveuse très élevée. Donc les conditions ne sont pas favorables à ce que je vous décris. Et donc, il y a deux options. Soit on fait ce que le monsieur des pompes funèbres ou la dame des pompes funèbres a envie que la famille fasse, et c'est pas la bonne solution. Soit on laisse davantage de liberté aux gens, on leur explique ce qui est possible de faire, et comme ça se construit ce parcours. Et vraiment, j'insiste là-dessus, les étapes, la durée du parcours, le rythme, tout compte, parce que le rite va éclore le long de ce parcours. C'est Saint-Exupéry qui disait, dans Citadelle, le rite est dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. Vous voyez la gravité de la chose. Les gens sont à vif, ils sont dans la douleur et ils ont besoin d'un abri. Eh bien, ce rite, ce parcours rituel, c'est leur abri. Et alors, concrètement, comment ça s'incarne, cette originalité ? Elle s'incarne dans un statut qui appartient à l'économie sociale et solidaire, en l'occurrence l'associatif, où on a aussi des structures coopératives. Ça s'incarne avec une offre matérielle très ramassée, c'est-à-dire qu'en gros, on passe pas une heure à regarder des cercueils dans toutes les catégories et toutes les formes, c'est pas le sujet. Et donc, on va à l'essentiel, qui est la construction et l'accompagnement de ce parcours pour qu'il soit source de consolation pour les vivants. Alors, qu'observez-vous justement dans votre métier des rapports de nos contemporains à la mort ? J'observe que les gens sont très démunis parce que très peu préparés à vivre ce type d'événement. La culture de la ritualité funéraire s'est très largement perdue. Elle s'est au profit de structures professionnalisées, dont la nôtre en est l'émanation. Voilà. Et puis, plus largement, si j'élargis le focus, je crois que nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous avons un rapport à la mort pour le moins atrophié, si ce n'est parfois même inexistant, parce que quand on occulte une réalité, on n'entretient pas de rapport avec elle. Et ce sujet-là que je pointe est un sujet extrêmement important pour comprendre la perte d'énergie vitale qui malheureusement règne bien souvent autour de nous, notamment dans les jeunes générations. Si l'issue ultime de toute vie est occultée, c'est comme si je vous emmenais en randonnée, mais je ne vous dis pas où on va aller. Il y a un moment donné, vous allez râler en disant « Attends, on monte, on descend, c'est bizarre, il manque une direction ». Et là, je vous parle hors de toute croyance religieuse. Je dis, c'est pour tout être humain, c'est notre lot commun, nous mourrons tous et nous vivons comme si ça n'était pas le cas. Et cela a beaucoup de conséquences sur l'énergie vitale de nos contemporains. Alors justement, quand on regarde votre site internet, le pitch, comme on dit aujourd'hui, est « Accompagner la mort pour servir la vie oui. ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, mais je trouve qu'il est bien notre... Mais je n'ai pas dit qu'il n'était pas bien. Mais moi, en vous entendant le nommer, je me dis que finalement, on est bien inspiré. Non, c'est vrai que
là aussi, servir la mort à travers les pompes funèbres, il y a peu de choses aussi triviales, je suis bien placé pour le mesurer, dans un monde comme le nôtre. C'est-à-dire, tu travailles où, pompe funèbre? Au mieux, on ricane. Non, pas de marée tous les jours. Genre, voilà. Et en fait, c'est intéressant de nommer cette opinion commune parce qu'elle révèle ce regard qui est porté sur cette réalité. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est convertir ce regard. C'est que les gens comprennent qu'en fait, c'est un très, très beau métier. C'est probablement un des plus beaux métiers qu'on puisse exercer. Il a été sali par l'absence d'orientation, l'absence de directive de sens. Et donc, il est devenu essentiellement marchand. Et pourtant, quand il est bien rendu, quand nous lions une relation de confiance dans l'accompagnement des familles, on peut faire de très, très belles choses. Vous animez une émission hebdomadaire sur Radio Notre-Dame qui s'intitule « Conversation sur la mort ». De quoi traitez-vous? De la mort. Non, mais on a justement deux objectifs. Servir et témoigner. Le service, on vient d'en parler, organiser les obsèques. Témoigner, c'est quoi? C'est dire, riche de l'expérience de terrain qui est la nôtre, auprès de tant et tant de familles, au long de ce parcours rituel, nous avons un témoignage à rendre à la société. Lequel est-il? Eh bien, c'est un témoignage vital pour faire comprendre que si nous nous détournons de notre destin commun, non pas avec des visées morbides, évidemment, mais plutôt avec des visées de surcroît de vie, eh bien, c'est le goût de vivre qui peut en être amélioré, augmenté chez les uns et les autres, chez nous tous. Chez nous tous, je pense que vous en avez fait l'expérience comme moi. En tout cas, moi, j'en témoigne. Côtoyer ces familles en deuil, voir comment au long de ce parcours rituel, des énergies de vie se déploient, c'est être porteur d'un message pour la société tout entière. Et j'espère que mon propos ne sera pas trahi, c'est-à-dire qu'évidemment que je ne suis pas un zélateur de cette réalité qui est associée à la séparation de ceux que nous aimons, à la douleur, au drame existentiel. Tout ça demeure, je ne suis pas en train de vous dire autre chose. Je vous dis simplement que à ne pas regarder cette issue commune, à ne pas intégrer notre finitude, eh bien, nous tarissons le goût de vivre d'une source essentielle. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ou quelques témoignages qui contribuent à donner du sens à ce que vous faites? Des témoignages de ce que vous avez vécu, de choses que vous avez observées en disant, voilà, notre originalité fait que telle personne, telle famille a bien réagi. Je pense que si c'était pas nous, ça serait moins bien passé. Ah, j'aimerais pas le dire de cette manière. Alors dites-le comme vous sur voulez. Le thème ici, mieux qu'en face, non, Alors pas mieux qu'en face, mais ce que j'ai apporté, oui, dans l'absolu. Ah, mais j'en suis extrêmement habité. Et sans aucun esprit de monopole. Vous savez, une démarche comme la nôtre, c'est celle du signe de contradiction. Des pompes funèbres, il y en a à tous les coins de rue, donc oui, on n'est pas venu les remplacer. Mais on est venu au milieu d'elles montrer qu'il y avait un autre chemin que celui de vendre un cercueil à un consommateur et d'organiser ça comme un tour opérateur et de ne pas s'impliquer dans la façon dont ça va se vivre. Donc ça, c'est notre état d'esprit. Et ce que je vis, mais c'est physique ce que je vous décris là, donc c'est difficile de le transmettre, et puis alors, des histoires singulières, il y en aurait trop à raconter, mais ce que je vis, c'est que les gens que nous accompagnons, entre le point A, qui est au fond le moment où ils poussent la porte de nos bureaux, et le point C, qui est celui de la dernière demeure, entre ces deux temps, ces deux étapes, il y a comme les prémices d'un rebond dans l'existence des gens. C'est-à-dire que ce que nous vivons n'est qu'une parenthèse de quelques heures, mais elle est, cette parenthèse, lourdement chargée symboliquement. C'est-à-dire que les comportements, les décisions que nous prenons ensemble, les paroles prononcées, toute la dimension liturgique, évidemment, tout cela contribue à dessiner un chemin de renaissance psychologique, de renaissance, j'ose le dire, anthropologique, parce que ce n'est pas qu'une affaire d'individus, c'est une affaire de collectif, et de renaissance, voire même mieux, de naissance spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une circonstance de l'existence qui soit équivalente à celle de gens autour d'un cercueil avec un mort dedans. Et là se pose cette interrogation essentielle qui est de dire ce qui était dans l'ordre de la chair, de la relation entre des vivants, hein, comme vous et moi, est-il
transformée en une relation dans l'ordre de l'esprit. Et c'est la question, c'est l'interpellation qui est posée en cette circonstance-là, et je le répète de façon unanime, enfin, tout être humain présent à ces moments-là vit la même chose. Est-ce que je crois, en voyant ce mort, que c'en est terminé, que notre relation s'est terminée, ou est-ce que, et c'est incroyable comme la nature humaine l'exprime de façon, j'allais dire, spontanée, c'est-à-dire les gens dans ces moments-là, ils vont s'adresser aux morts. Alors parler à un mort, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire, tu n'es plus là et pourtant je te parle encore, donc il y a bien quelque chose derrière. L'amour ne finira jamais. Notre relation, tout ce que nous avons noué, est voué, et je le dis à ce moment-là, même si je ne suis pas croyant, bien souvent, est voué à une forme d'éternité. Eh bien, c'est ça le sillon qu'il faut creuser, c'est ça qu'il faut encourager en desserrant l'étau du temps rare, l'étau de la technicité des chambres mortuaires hospitalières où tout se ligue au fond pour empêcher ce que je viens de vous dire de se vivre, et pourtant on y arrive. Merci infiniment de ces précisions. Voilà, donc notre émission s'achève. La prochaine aura lieu le 22 décembre prochain, donc nous approchons de Noël. Et d'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche à tous.